Les mots flottaient dans l'air de la salle à manger, suspendus entre la nappe amidonnée et le lustre en cristal que Jean et moi avions choisi il y a si longtemps. Ton argent serait mieux géré par nous. Ce n'était pas une question. C'était une déclaration, un verdict. Mon fils, Thomas, tenait son verre de vin, le faisant tourner lentement, comme s'il discutait de la météo ou du cours de la bourse. Sa femme, Sophie, hochait la tête en accord, un petit sourire bienveillant et condescendant fixé sur ses lèvres. Je n'ai rien dit. J'ai simplement regardé mon assiette, le reste de mon rôti du dimanche qui refroidissait. J'avais passé la matinée à le préparer. J'avais pelé les pommes de terre, les avais fait dorer juste comme Thomas les aimait. J'avais préparé la sauce avec le jus de cuisson, un secret de ma propre mère. L'odeur de romarin et d'ail avait rempli la maison, une odeur de famille, de tradition, de foyer. Une odeur qui, apparemment, ne pouvait pas masquer le son de la calculatrice qui tournait dans leur tête. « Maman, c'est pour ton bien », a ajouté Sophie, sa voix douce comme du miel empoisonné. « Tu sais, à ton âge, on peut se laisser dépasser. Les factures, les investissements. C'est compliqué. » Mon âge. 78 ans. Apparemment, l'âge où mon cerveau, qui avait géré un budget familial pendant 50 ans, élevé 2 enfants, soutenu un mari dans la création de son entreprise et navigué à travers les deuils et les joies, était soudainement devenu incapable de comprendre un relevé bancaire. J'ai senti le velours usé du fauteuil sous mes doigts. Il était là depuis des décennies. Il avait vu Thomas faire ses premiers pas. Il avait entendu mes sanglots quand Jean était parti. Maintenant, il était témoin de cela. De cette dépossession polie. Thomas a pris la parole, son ton se voulait rassurant, celui d'un homme raisonnable parlant à une enfant. On pourrait tout mettre sur un compte joint. Comme ça, Sophie peut s'occuper des paiements en ligne. Ce serait tellement plus simple pour toi. Plus de tracas. Plus de contrôle. Plus d'autonomie. Plus de dignité. C'est ce que je n'ai pas dit. J'ai simplement levé les yeux de mon assiette et j'ai regardé mon fils. J'ai cherché dans ses yeux l'enfant que j'avais bercé, le garçon à qui j'avais appris à faire ses lacets. Je n'ai vu qu'un étranger poli, impatient que le repas se termine pour pouvoir passer aux choses sérieuses, la gestion de mon patrimoine. Mon patrimoine. L'argent que Jean et moi avions mis de côté, sou après sou, pour nos vieux jours. Pour ma vieillesse, maintenant que la sienne avait été écourtée. J'ai hoché la tête lentement. Un geste minuscule, ambigu. Ils l'ont pris pour un accord, un signe de capitulation. Un soulagement visible a parcouru leur visage. La tension dans la pièce s'est dissipée. Sophie a commencé à parler du nouveau club de lecture qu'elle avait rejoint. Thomas a évoqué ses projets de rénovation pour leur cuisine. Le sujet était clos. Ma vie était en train d'être soigneusement rangée dans une boîte, étiquetée « gérée par nous » et placée sur une étagère. Je n'ai plus dit un mot pendant le reste du repas. J'ai écouté leur voix, le cliquetis de leur couvert contre la porcelaine. J'ai observé la façon dont ils évitaient mon regard, maintenant que l'affaire était, pour eux, réglée. J'étais devenue une simple formalité administrative, un poste sur leur liste de choses à faire. Quand ils sont partis, après avoir déposé une bise froide sur ma joue, la maison est retombée dans son silence habituel. Un silence lourd, différent. Le tic-tac de l'horloge du grand-père dans le couloir semblait plus fort, chaque seconde martelant la décision qui prenait forme en moi. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus froid, de plus calme. Une sorte de clarté. Je suis allée dans la cuisine. J'ai emballé les restes du rôti et je les ai mis au réfrigérateur. J'ai lavé les plats à la main, un par un, sentant l'eau chaude sur ma peau ridée. J'ai essuyé le comptoir, effaçant toute trace de leur passage. La maison était de nouveau mienne. Et elle allait le rester. Moustique, mon vieux chat noir, est venu se frotter contre mes jambes, son ronronnement une vibration réconfortante dans le silence. Je me suis baissée pour le caresser. Son affection était simple. Inconditionnelle. Il ne voulait pas mon argent. Il voulait ma présence, la chaleur de mes genoux, le son de ma voix. En cet instant, il était plus ma famille que les 2 personnes qui venaient de franchir ma porte. Je me suis assise dans le fauteuil en velours, moustique blotti sur mes genoux. Le soleil du soir filtrait à travers les rideaux, projetant de longues ombres sur le tapis. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais été mise de côté. Le Noël où Sophie m'avait dit de ne pas apporter ma fameuse tarte aux pommes, parce que les enfants ne mangent pas de dessert de grand-mère. Je l'avais quand même apportée. Personne n'y avait touché.
Je me suis souvenu de la fois où ils avaient réservé des vacances en Italie et ne m'avaient prévenu qu'à leur retour, avec un aimant pour mon réfrigérateur en guise de consolation. On ne voulait pas te fatiguer, maman. Je me suis souvenu des conversations téléphoniques interrompues chaque fois que j'essayais de donner mon avis. Oui, oui, maman, on en reparlera. On n'en reparlait jamais. Chaque incident était une petite pierre. Aujourd'hui, il venait d'en poser une de trop. La pile n'avait pas basculé. Elle s'était solidifiée, transformée en un mur. J'ai regardé Moustique dormir, sa respiration régulière, sa confiance absolue. Eh bien, mon ami, ai-je murmuré dans le silence de la pièce. Il semblerait que nous ayons des choses à gérer. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai sorti l'annuaire téléphonique. Mes doigts ont suivi les lignes de nom, cherchant la section des avocats. J'ai choisi un nom au hasard. Maître Dubois. Le nom sonnait solide. Fiable. J'ai composé le numéro, le cœur battant un peu plus vite. Une voix jeune et professionnelle a répondu. J'ai demandé un rendez-vous. Pour une affaire personnelle. Une affaire de succession, ai-je précisé. La voix m'a donné un créneau pour le mercredi suivant. Pendant les 2 jours qui ont suivi, j'ai vécu comme d'habitude. J'ai arrosé mes plantes. J'ai lu le journal. J'ai fait mes courses. Mais quelque chose avait changé en moi. Une résolution de fer avait remplacé la résignation douce qui m'habitait depuis si longtemps. Je ne souriais pas plus, ni moins. Mais mon regard dans le miroir était différent. Plus direct. Thomas a appelé le mardi soir. Alors, maman, tu as réfléchi à notre conversation ? On pourrait passer demain avec les papiers de la banque. Demain, ça ne m'arrange pas, ai-je répondu, ma voix parfaitement calme. J'ai un rendez-vous. Un silence. Il n'était pas habitué à ce que je refuse. Un rendez-vous ? Avec qui ? Le médecin ? Non, ai-je dit simplement. C'est personnel. Un autre silence, plus long cette fois. Teinté d'irritation. D'accord. Eh bien, dis-nous quand tu seras disponible. Il ne faut pas laisser traîner ça. Je vous le ferai savoir, ai-je répondu avant de raccrocher doucement. Je n'ai pas claqué le téléphone. C'était une fermeture, pas une explosion. Le mercredi, je me suis habillée avec soin. J'ai mis mon tailleur bleu marine, celui que je réservais pour les occasions importantes. J'ai mis un peu de rouge à lèvres. Ce n'était pas de la vanité. C'était une armure. Le bureau de Maître Dubois se trouvait dans un vieil immeuble du centre-ville. L'odeur de cire et de papier ancien flottait dans l'air. La secrétaire m'a fait entrer dans un bureau lambrissé, rempli de livres reliés en cuir. Maître Dubois était une femme d'une 50aine d'années, avec des cheveux gris coupés courts et un regard intelligent et direct. Elle ne m'a pas traitée comme une vieille dame fragile. Elle m'a traitée comme une cliente. Madame Martin, asseyez-vous. Que puis-je faire pour vous ? J'ai pris une profonde inspiration. Et j'ai tout raconté. Les petites négligences, les grandes humiliations, la conversation de dimanche. J'ai parlé d'une voix égale, sans larmes, sans colère. J'ai exposé les faits, comme un témoin à la barre. Elle a écouté attentivement, sans m'interrompre, prenant quelques notes de temps en temps. Quand j'ai eu fini, elle a posé son stylo. Je comprends, a-t-elle dit. Et que souhaitez-vous faire, Madame Martin ? C'était la première fois depuis des années que quelqu'un me posait cette question. Pas que devrais-tu faire ? Ou as-tu pensé à faire ça ? Mais, que souhaitez-vous faire ? Le pouvoir de la décision m'était rendu. Je veux m'assurer que mes dernières volontés soient respectées, ai-je dit. Et je veux m'assurer que personne ne puisse prendre de décision financière à ma place, sans mon consentement explicite. Très bien. Nous allons commencer par révoquer toute procuration existante, si vous en avez signé une. Ensuite, nous allons rédiger un nouveau testament. Un testament solide, qui ne laisse aucune place à l'interprétation. Nous avons discuté des détails. J'ai parlé de mes biens. La maison, les économies, quelques bijoux de famille. Elle m'a demandé à qui je souhaitais léguer tout cela. J'ai regardé par la fenêtre. Un pigeon se pavanait sur le rebord. J'ai pensé à Thomas et Sophie, à leur cuisine en cours de rénovation, à leur attente. Et j'ai pensé à Moustique, qui m'attendait à la maison, sa seule attente étant une caresse et une gamelle pleine. Je veux tout laisser à mon chat, ai-je dit. Maître Dubois n'a pas sourcillé. Elle n'a pas ri. Elle n'a pas jugé.
Elle a simplement hoché la tête. On ne peut pas léguer directement à un animal. Cependant, nous pouvons créer ce qu'on appelle une fiducie. Un fonds. Vous désignez un fiduciaire, une personne de confiance, qui sera chargé de gérer l'argent pour le bien-être de votre chat jusqu'à la fin de sa vie. Le fonds couvrira sa nourriture, ses soins vétérinaires, tout ce dont il aura besoin. Vous pouvez également prévoir ce qu'il adviendra du solde restant après le décès de l'animal. Un fiduciaire. Une personne de confiance. La question était là. Qui ? Je n'avais pas de famille proche autre que Thomas. Mes amis de mon âge étaient soit partis, soit trop fragiles. Puis une idée a germé. Et si le fiduciaire était une organisation ? Ai-je demandé. Un refuge pour animaux, par exemple ? C'est une excellente option, a confirmé Maître Dubois. C'est impersonnel, professionnel, et leur mission est alignée avec vos objectifs. Nous pouvons stipuler qu'en échange de la gestion de la fiducie, le refuge recevra le capital restant à la mort de votre chat. C'est une motivation très claire pour qu'ils s'acquittent bien de leurs tâches. La solution était parfaite. Élégante. Imparable. J'ai souri pour la première fois de la journée. Un vrai sourire. Faisons cela, ai-je dit. Nous avons passé l'heure suivante à mettre en place les détails. J'ai choisi un refuge local que je connaissais de réputation. Nous avons rédigé les clauses, précisant le type de nourriture que Moustique préférait, le nom de son vétérinaire. Chaque détail était un petit acte de rébellion, une brique dans le mur que je construisais autour de mon indépendance. En sortant du bureau, je me sentais plus légère. Le ciel semblait plus bleu. J'ai marché jusqu'à la banque. La même banque où Thomas voulait m'emmener pour signer des papiers. J'ai demandé à voir le directeur. J'ai expliqué que je souhaitais m'assurer que j'étais la seule signataire sur tous mes comptes. Le directeur, un homme à l'air affairé, a vérifié mon dossier. Tout semble en ordre, Madame Martin. Vous êtes la seule titulaire. Je sais, ai-je répondu. Je veux simplement qu'une note soit ajoutée à mon dossier. Aucune modification, aucune procuration, ne doit être accordée sans ma présence physique et sans une consultation privée avec vous au préalable. Il a froncé les sourcils, surpris. C'est une demande inhabituelle. Mes raisons sont personnelles, ai-je dit fermement. C'est une précaution. Il a haussé les épaules et a tapé quelque chose sur son ordinateur. Le clic des touches était le son de ma liberté financière qui se verrouillait. Quand je suis rentrée chez moi, la première chose que j'ai faite a été de décrocher la grande photo de famille dans le salon. Celle prise au mariage de Thomas. Nous étions tous là, souriant à l'objectif. Un mensonge figé sur papier glacé. J'ai enlevé la photo du cadre, je l'ai glissée dans une enveloppe et je l'ai rangée au fond d'un tiroir. J'ai laissé le cadre vide sur le mur. C'était plus honnête. Les jours suivants, le téléphone a sonné plusieurs fois. C'était Thomas. C'était Sophie. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé leurs messages s'accumuler sur le répondeur. Le premier message de Thomas était impatient. Maman, rappelle-moi. Il faut qu'on s'occupe de ces papiers. Le deuxième était agacé. Maman, c'est ridicule. Tu ne peux pas juste nous ignorer. On essaie de t'aider. Le message de Sophie était mielleux. Helene Sherry, honest and quiet. Est-ce que tout va bien? Tu n'es pas malade, j'espère? L'inquiétude dans sa voix sonnait faux, comme une pièce de théâtre mal jouée. Je les écoutais, assise dans mon fauteuil, Moustique sur mes genoux. Chaque message validait ma décision. Il ne demandait pas comment j'allais. Il ne proposait pas de passer pour boire un café. Il parlait de papier, d'argent, de gestion. Il ne voyait pas une personne. Il voyait un compte en banque qui leur échappait. J'ai effacé les messages un par un. Le petit bip de suppression était un son étrangement satisfaisant. Puis, un soir, le téléphone a sonné et j'ai vu un nom différent s'afficher. Chloé. Ma petite fille. La fille de Thomas et Sophie. Elle était à l'université, dans une autre ville. Je n'avais pas de ses nouvelles depuis des mois. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Mamie. Sa voix était jeune, incertaine. Chloé, ma chérie. Comment vas-tu? Je vais bien. C'est toi. Ça va? Papa m'a appelé. Il a dit que tu ne répondais pas, que tu étais bizarre. J'ai souri tristement. Bizarre. C'était le mot qu'ils utilisaient pour tout ce qu'ils ne comprenaient pas ou ne contrôlaient pas. Je vais très bien, Chloé.
Je prends juste un peu de distance. Distance? Par rapport à quoi? Je ne voulais pas la mettre au milieu de ça. C'était leur fille. Mes sons ont été sincères. Je n'ai pas tout raconté, mais j'ai dit, tes parents et moi avons eu une discussion sur mes finances. Ils pensent que je ne suis plus capable de m'en occuper. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis j'ai entendu un soupir. Oh Mamie. Je suis désolée. Ils peuvent être. Comme ça. Comme ça. C'était tout. Elle comprenait. Elle ne les excusait pas. Elle constatait un fait. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? M'a-t-elle demandé. Non, ma querie. J'ai tout ce dont j'ai besoin. C'est gentil de ta part d'appeler. Je t'appellerai plus souvent, a-t-elle promis. Et je savais qu'elle le ferait. Cette conversation a été une bouffée d'air frais. Un pont jeté au-dessus du gouffre qui s'était creusé. Une semaine plus tard, on a sonné à ma porte. Je n'attendais personne. J'ai regardé par le Judas. C'était Thomas et Sophie. Leur visage était tendu. Ils n'avaient pas prévenu de leur visite. C'était une embuscade. J'ai ouvert la porte, la laissant sur l'entrebâilleur. « Maman, on peut entrer ?» a demandé Thomas, forçant un sourire. « Je suis occupée, ai-je dit. » Sophie a poussé un cri d'exaspération. « Hélène, arrête ce petit jeu. On est inquiet. Tu ne réponds pas au téléphone, tu ne nous laisses pas entrer. Qu'est-ce qui se passe? » « Je vous ai déjà dit que j'étais occupée, ai-je répété, ma voix toujours aussi calme. « Occupée à quoi ?» a insisté Thomas, son ton devenant plus dur. « À nous éviter ?»« Je suis occupée à gérer ma vie, ai-je répondu. Comme vous me l'avez si gentiment suggéré, je m'occupe de mes affaires. Je suis juste en désaccord sur qui est le plus compétent pour le faire. » Leurs visages se sont décomposés. Ils ont compris. Pas les détails, bien sûr. Mais ils ont compris que la vieille dame docile et accommodante avait disparu. « Tu ne peux pas nous faire ça, » a balbutié Thomas. « Nous sommes ta famille. » La famille ne traite pas ses membres comme un fardeau ou un investissement, ai-je dit. La famille respecte. La famille écoute. J'ai doucement fermé la porte. Je ne l'ai pas claquée. Je l'ai fermée, et j'ai tourné le verrou. Le clic a été définitif. Je suis resté là un long moment, le dos contre le bois, écoutant leur voix confuse de l'autre côté, puis le bruit de leurs pas qui s'éloignaient. Je n'ai ressenti ni triomphe, ni tristesse. Juste une immense paix. Le silence dans la maison était maintenant le mien. Il n'était plus rempli d'attentes déçues. Il était rempli de possibilités. Les semaines se sont transformées en mois. J'ai continué à construire ma nouvelle vie. J'ai vendu la grande maison, devenue trop pleine de fantômes et de mauvais souvenirs. J'ai acheté un petit appartement lumineux avec un balcon pour que Moustique puisse prendre le soleil. J'ai donné la plupart des meubles. Je n'ai gardé que l'essentiel, le fauteuil en velours, la vieille horloge, mes livres, et le cadre vide que j'ai accroché au mur de mon nouveau salon. C'était un rappel. Maître Dubois a finalisé tous les documents. La fiducie pour Moustique était en place, solide comme un roc. Le refuge pour animaux avait accepté le rôle de fiduciaire avec gratitude. Mon testament était clair et sans équivoque. Chloé venait me voir toutes les 2 semaines. Nous buvions du thé, nous parlions de ses études, de ses rêves. Elle ne me parlait jamais de ses parents, et je ne posais pas de questions. Notre relation était nôtre, un îlot préservé. Un jour, j'ai reçu une lettre. L'écriture de Thomas sur l'enveloppe était immédiatement reconnaissable. J'ai posé la lettre sur la table de la cuisine. Elle est restée là pendant 3 jours. Je la regardais en buvant mon café le matin. Je n'étais pas pressée. Le pouvoir de l'ouvrir, ou non, m'appartenait entièrement. Le 4e jour, je l'ai ouverte. C'était une longue lettre. Des pages de justification, d'excuses maladroites, de reproches voilés. Ils disaient qu'ils avaient seulement voulu bien faire, qu'ils ne comprenaient pas ma réaction. Entre les lignes, je lisais la panique. La réalisation qu'ils avaient tout perdu. Pas seulement l'argent. Mais moi. À la fin, il y avait une phrase qui semblait différente. Tu me manques, maman. J'ai lu la phrase plusieurs fois. Était-ce sincère? Ou était-ce une dernière tentative de manipulation? Je ne savais pas. Et pour la première fois, ça n'avait pas d'importance. Ma paix intérieure ne dépendait plus de leur approbation, de leur amour, de leur présence.
J'ai plié la lettre et je l'ai rangée dans le même tiroir que la photo de famille. Je n'y ai pas répondu. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Ou peut-être pas. La porte n'était pas verrouillée. Mais elle n'était pas grande ouverte non plus. Elle était simplement fermée. Et c'était à moi, et à moi seule, de décider si je voulais la rouvrir. Ce soir-là, je me suis assise sur mon balcon. La ville s'étendait à mes pieds, une mer de lumière scintillante. Moustique ronronnait sur mes genoux, sa chaleur un réconfort constant. J'ai pensé à la phrase de Thomas et Sophie, « Ton argent serait mieux géré par nous ». Ils avaient tort. Mon argent était maintenant géré de la manière la plus sage qui soit. Il allait prendre soin de la seule créature qui m'avait aimé sans condition. Et le reste irait aider d'autres créatures sans défense. Ce n'était pas seulement une gestion financière. C'était une gestion de l'âme. Ma dernière déclaration. Mon dernier acte d'amour. Et il était entièrement, absolument, le mien. La solitude que j'avais tant redoutée pendant des années n'était plus un ennemi. Elle était devenue une compagne paisible. Dans le silence de mon appartement, je n'étais plus invisible. J'ai commencé à faire des choses que j'avais toujours remises à plus tard. Je me suis inscrite à un cours d'aquarelle. Mes premières tentatives étaient maladroites, des taches de couleur informes, mais elles m'apportaient une joie simple. La joie de créer quelque chose pour le simple plaisir de le faire, sans chercher l'approbation de personne. J'ai renoué avec une vieille amie, Jeanne, que j'avais perdue de vue. Nous nous retrouvions pour le déjeuner le jeudi. Nous parlions de nos vies, de nos enfants, de nos petits-enfants, avec une franchise que je n'avais jamais eue avec ma propre famille. Jeanne avait vécu une situation similaire, ses enfants essayant de la placer en maison de retraite avant l'heure pour vendre sa maison. Nous partagions une compréhension mutuelle, un respect pour la résilience de l'autre. Ils pensent qu'en vieillissant, on devient stupide, m'a-t-elle dit un jour, en remuant son café. Ils oublient qu'on a juste plus d'expérience qu'eux pour reconnaître les bêtises. Nous avons ri, un rire libérateur qui a fait tourner quelques têtes dans le petit café. Mon monde s'était rétréci en termes d'espace, mais il s'était élargi en termes de richesse. Je n'attendais plus les appels téléphoniques qui ne venaient pas. Je ne préparais plus de grands repas qui finissaient à la poubelle. Je cuisinais pour moi. Des plats simples, savoureux. Je mangeais ce que je voulais, quand je le voulais. C'était une petite liberté, mais elle était immense. Parfois, la tristesse me rattrapait. Un air de musique à la radio, une odeur dans la rue, et le souvenir de ce qu'avait été ma famille me serrait le cœur. Le souvenir de Thomas enfant, sa petite main dans la mienne. Le souvenir des espoirs que j'avais placés en lui. Mais la tristesse n'était plus un abîme. C'était une vague qui venait et repartait, me laissant sur le rivage, intacte. Chloé a continué à être mon lien avec ce monde perdu. Un jour, elle est arrivée avec les larmes aux yeux. Elle s'est assise sur le bord de mon fauteuil, la tête sur mes genoux, comme elle le faisait quand elle était petite. Ils se disputent tout le temps à la maison, a-t-elle murmuré. À cause de toi. Papa reproche à maman de l'avoir poussée à te parler d'argent. Maman lui reproche de ne pas avoir su te gérer. C'est horrible, mamie. Il parle de toi comme si tu étais un problème à résoudre. J'ai caressé ses cheveux. Je ne suis pas un problème, ma chérie. Je suis une personne. Ils ont juste oublié la différence. Je leur ai dit, a-t-elle reniflé. Je leur ai dit qu'ils avaient tout gâché. Que tu étais la meilleure grand-mère du monde et qu'ils t'avaient traité comme une nuisance. Papa s'est mis en colère. Il a dit que je ne comprenais pas les responsabilités des adultes. Parfois, les adultes sont si occupés avec leurs responsabilités qu'ils oublient d'être humains. Ai-je dit doucement. Ne leur ressemble pas, Chloé. Reste toi-même. Cette conversation m'a fait réaliser que ma décision avait eu des conséquences bien au-delà de moi. Elle avait révélé les fissures dans leur propre relation, les fondations fragiles de leur mariage basées sur des apparences et des ambitions matérielles. Ma rébellion silencieuse avait été un miroir qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Maître Dubois m'a appelé quelques mois plus tard pour un suivi. Juste pour vous dire que tout est en ordre, Madame Martin. La fiducie est opérationnelle et tous les documents sont sécurisés. J'ai reçu un appel de l'avocat de votre fils. Mon cœur a manqué un battement. Et il voulait contester le testament pour cause d'aliénation mentale ou d'influence indue. Je lui ai gentiment rappelé que nous avions un certificat médical de votre médecin traitant datant de la semaine de la signature, attestant de votre parfaite santé d'esprit. Et que la seule influence indue,
que vous subissiez était celle de votre propre jugement. Il n'a pas insisté. La froideur de leur démarche m'a glacée, mais la protection que j'avais mise en place m'a réchauffée. J'avais anticipé. J'avais été plus intelligente qu'eux. Moi, la vieille dame qu'ils jugeaient incapable. La vie a continué, rythmée par les saisons. Moustique a vieilli, ses mouvements sont devenus plus lents. Je l'emmenais chez le vétérinaire régulièrement. Les factures étaient payées par un compte séparé que j'avais ouvert, pour m'habituer à l'idée de la fiducie. C'était étrange et rassurant à la fois. Mon chat avait un meilleur plan de retraite que bien des gens. Un après-midi, en triant de vieux papiers, je suis tombée sur un carnet. C'était mon journal intime de jeune femme. J'y parlais de mes rêves, de mon amour pour Jean, de mes espoirs pour mes futurs enfants. Je voulais qu'ils soient bons, qu'ils soient heureux, qu'ils soient respectueux. J'ai pleuré en lisant ces lignes. Pas sur ce que j'avais perdu, mais sur l'innocence de cette jeune femme qui croyait que l'amour suffisait à garantir tout cela. L'amour ne suffit pas. Il faut du respect. De l'écoute. Della ricanescence. L'amour sans le respect n'est qu'une cage dorée. J'avais passé des décennies dans cette cage, à polir les barreaux en pensant que c'était mon devoir. Maintenant, la porte était ouverte, et je ne regardais plus en arrière. J'ai reçu une autre lettre de Thomas pour mon 80e anniversaire. Cette fois, elle était courte. Pas d'excuses, pas de justification. Juste une phrase. Joyeux anniversaire, maman. J'espère que tu vas bien. Il y avait une photo jointe. Une photo de lui, seul, debout devant la vieille maison. Elle avait été vendue à une nouvelle famille. Il avait l'air perdu. J'ai regardé la photo longtemps. J'ai ressenti une pointe de pitié. Pas assez pour décrocher le téléphone. Mais assez pour savoir que ma décision n'avait pas été un acte de vengeance, mais un acte de préservation. Pour moi, mais aussi, d'une certaine manière, pour lui. Peut-être qu'un jour, dans cette perte, il trouverait une leçon. Peut-être qu'il comprendrait ce qu'il avait tenu pour acquis. J'ai placé la photo à côté de la première lettre. Des artefacts d'une vie antérieure. Ma relation avec Chloé s'est approfondie. Elle était devenue la fille que je n'avais jamais eue. Elle m'apportait ses peines de cœur, ses triomphes universitaires. Je l'écoutais, lui offrant la sagesse de mes années sans jamais lui imposer mon avis. Je lui ai appris à faire la tarte aux pommes de son arrière-grand-mère. Elle l'a adorée. Un jour, elle m'a demandé, « Mamie, si papa s'excusait vraiment, sincèrement, est-ce que tu lui pardonnerais ?» J'ai réfléchi un long moment. Le pardon n'est pas un interrupteur, ma chérie. Ce n'est pas oublier. C'est accepter que les choses ne seront plus jamais comme avant. Et construire quelque chose de nouveau sur les ruines. C'est un travail difficile. Et il faut être deux pour le faire. Pour l'instant, je suis la seule à tenir une truelle. Elle a compris. Ma vie est simple maintenant. Le matin, je me réveille au son du ronronnement de moustiques, pas au silence angoissant d'un téléphone qui ne sonne pas. Je bois mon thé en regardant le soleil se lever sur la ville. Je pense. Je liso. Je marche. Je vois mes amis. Je parle à ma petite fille. Je ne suis plus la matriarche silencieuse d'une famille qui ne me voyait pas. Je suis Hélène. Une femme avec ses propres joies, ses propres peines, ses propres choix. Et c'est plus que suffisant. L'argent, cette chose qui avait causé tant de douleur, était devenu un outil pour ma paix. Il était là, travaillant silencieusement en arrière-plan, pour assurer la sécurité de mon chat et, un jour, pour aider d'autres animaux. Il n'était plus un sujet de convoitise, une source de conflit. Il était devenu un symbole de mon indépendance, de ma capacité à prendre soin de ce qui comptait vraiment pour moi. Parfois, je regarde le cadre vide sur mon mur. Il ne me semble plus triste ou accusateur. Il est juste là. Un espace. Un espace que j'ai choisi de ne pas remplir avec un passé douloureux, mais de laisser ouvert. Un espace pour respirer. Un espace pour être, tout simplement. Je sais que la fin de ma vie approche. Je n'ai pas peur. J'ai mis mes affaires en ordre, pas seulement mes finances, mais mon âme. Je partirai en sachant que j'ai vécu les dernières années de ma vie en accord avec moi-même, avec dignité et intégrité. Et si quelqu'un demande qui a hérité de ma fortune, la réponse sera simple. Ce n'est pas une personne qui a hérité de mon argent. C'est l'amour inconditionnel qui en a hérité. Et c'est, je crois, le meilleur investissement que j'ai jamais fait. La gestion la plus sage qui soit. Ma gestion.